Bienvenue. Cette histoire épique illustre l'esprit de notre chaîne. Le pouvoir de définir le prochain chapitre vous appartient. Abonne-toi pour rejoindre notre communauté et laisse ton commentaire pour suggérer quel héros ou quelle bataille nous devrions raconter ensuite. Utilise ton pouvoir. Août 1941. L'air de la Russie, lourd et humide, réverbérait non pas du tonnerre d'un orage d'été, mais d'un son plus sinistre, plus implacable. Ce n'était pas le rugissement d'une tempête, mais l'avancée inexorable de la Wehrmacht, un colosse d'acier et de feu qui marchait sur la terre soviétique. Chaque kilomètre conquis était un hymne à sa propre invincibilité, un témoignage du Blitzkrieg qui avait balayé l'Europe en un clin d'œil. La puissance germanique, la machine de guerre la plus redoutée du monde, avançait vers le cœur de la Russie, ses yeux fixés sur Leningrad, le joyau de la Baltique. La confiance était palpable, presque arrogante. Les officiers allemands, aux uniformes impeccables, consultaient des cartes avec des sourires suffisants, certains que l'hiver russe, encore lointain, ne serait pas un obstacle. La victoire était inscrite dans les lignes de leurs avancées rapides, dans les villes qui tombaient comme des dominos. À l'horizon, les plaines russes s'étendaient, vastes et indifférentes, une mer de vert et de marron qui promettait d'engloutir des armées entières. Mais pour les envahisseurs, ce n'était qu'un terrain de plus à conquérir, un obstacle supplémentaire à surmonter par la supériorité de leur ingénierie et de leur doctrine. L'odeur de diesel et de métal chauffé se mêlait à l'arôme de la terre humide et du pain lointain, un cocktail olfactif de la guerre moderne. Les colonnes de chars Panzer III, avec leurs canons affûtés et leurs équipages confiants, déchiraient le paysage. L'acier gris-vert miroitait sous le soleil, un spectacle de force brute en mouvement. Le sol tremblait sous le poids de centaines de tonnes de blindage et de puissance de feu. Le son des moteurs, un bourdonnement constant et menaçant, était la mélodie de la conquête, le prélude d'un nouvel ordre. Chaque vibration était une promesse de destruction, un avertissement pour ceux qui oseraient résister. Ils étaient la pointe de la lance, l'avant-garde d'une offensive qui semblait imparable. La vitesse était leur arme secrète, la surprise, leur tactique. Personne ne pouvait les arrêter, pensait-il. Personne. Mais la Russie gardait ses secrets, ses propres armes, forgées non dans les usines, mais dans la résilience de son peuple et la brutalité de son climat. La glace et la neige étaient encore une menace lointaine, un murmure dans le vent d'août, mais la terre semblait déjà chuchoter des avertissements d'un enfer gelé qui attendait ceux qui sous-estimeraient sa fureur. Au milieu de cette marche triomphante, cachés dans les forêts et les marais que les Allemands considéraient comme de simples désagréments, se trouvait un point de résistance, une poignée d'hommes et une machine de guerre qui défierait toute logique. La scène était prête pour un affrontement qui résonnerait à travers le temps, une légende forgée dans l'acier et le désespoir. Un homme, un char, contre le rouleau compresseur de la Wehrmacht. Pose ta lecture un instant. Si tu apprécies cette narration épique de guerre et d'héroïsme, clique sur le bouton et abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Aide-nous à maintenir l'histoire vivante. Ils avançaient, implacables. La première division Panzer, la pointe de lance du groupe d'armée nord, déchirait les chemins de terre russes, s'approchant de Krasnogvardeysk, le dernier grand obstacle avant Leningrad. Les chars Panzer III et Panzer IV, avec leurs silhouettes angulaires et leurs canons précis, étaient l'incarnation du Blitzkrieg. Leurs chenilles métalliques mastiquaient la terre humide, laissant une traînée de poussière et de destruction. Les soldats, dans leurs uniformes gris-vert, affichaient une confiance presque olympienne. La victoire semblait une conclusion inévitable, un destin tracé à Berlin. L'avance était rapide, presque sans opposition. Des villages étaient engloutis, de petites garnisons soviétiques, écrasées ou dispersées. Le rugissement des moteurs Maybach et le cliquetis des chenilles résonnaient sur des kilomètres, un chant de triomphe qui ne semblait pas avoir de fin. L'odeur de poudre fraîche, de fumée de diesel et la sueur aigre des hommes au combat imprégnaient l'air. Pour les Allemands, la Russie était un géant endormi, se réveillant maintenant uniquement pour être soumis. Leurs cartes marquèrent des avancées quotidiennes dans des couleurs vibrantes. Chaque ligne un pas de plus vers la gloire. Ils étaient les maîtres de la guerre, et la terre russe, leur nouveau domaine. Mais, dans l'ombre de ces forêts denses et de ces marais traîtres, quelque chose attendait. Une résistance forgée non dans la supériorité numérique, mais dans la ténacité et le désespoir. C'était août 1941, et l'hiver avec son étreinte mortelle,
n'était pas encore arrivé pour aider les défenseurs. L'arme soviétique, cependant, était déjà en position. Dans une embuscade méticuleusement planifiée, le lieutenant senior Zinovy Kolobanov et son équipage, à bord d'un unique char lourd KV-1, attendaient. Le KV-1, une bête d'acier avec son blindage de 75 mm et un canon de 76,2 mm, était une arme formidable, presque impénétrable pour les canons anti-chars allemands de l'époque. Sous le camouflage d'un bosquet d'arbustes, le monstre de métal russe gisait dans un silence de mort, ses chenilles enfouies dans la terre meuble, son canon pointé vers la route sinueuse. L'odeur d'huile, de métal et l'humidité de la forêt remplissaient le petit compartiment du char, tandis que les hommes respiraient l'air lourd de l'attente. Zinovy Kolobanov, un vétéran de la guerre d'hiver contre la Finlande, savait que c'était une mission suicide, un char contre une colonne entière. Mais l'ordre était clair, arrêter l'avancée allemande à tout prix. Ses yeux, fixés sur la lunette télescopique, balayaient la route, cherchant le premier signe de l'avant-garde ennemie. Le silence était tendu, brisé seulement par le bourdonnement lointain des insectes et le battement de son propre cœur. Chaque seconde semblait une éternité, étirant les nerfs à la limite. Puis, ils sont apparus. L'avant-garde de motocyclettes, avec sidecar, suivie d'une ligne interminable de chars Panzer. Le son des moteurs s'intensifia, se transformant en un rugissement assourdissant qui secouait la terre. La confiance allemande était palpable, même à distance, l'arrogance d'une armée qui se croyait imparable. Ils avançaient en formation, sans se douter du piège qui les attendait. Pour eux, ce n'était qu'un autre tronçon de route, un pas de plus vers Leningrad. Mais, pour Kolobanov, c'était le moment. L'enfer était sur le point d'être déclenché. Le point de bascule était ici, caché dans un bosquet d'arbustes. Lorsque le premier Panzer III fut à seulement quelques dizaines de mètres, l'ordre fut donné. « Feu !» Le canon du KV-1 rugit, crachant feu et acier. L'explosion déchira l'air, et le char allemand, touché de plein fouet, explosa dans une boule de flammes et de fumée noire. Le métal se tordit, l'équipage, consumé en un instant. L'enfer était arrivé. L'avancée allemande, auparavant si fluide et confiante, se transforma en chaos. La colonne s'arrêta brusquement, les chars tentant de manœuvrer sur la route étroite et dans la boue des bas-côtés. Les cris de surprise et de panique remplacèrent le chant de victoire. L'odeur de diesel brûlé se mêla à l'arôme piquant de chair calcinée. Ce qui était une marche triomphale était maintenant un piège mortel. Le KV-1 de Kolobanov, un fantôme d'acier, continuait de tirer, un éclair de feu à chaque coup, transformant chaque panzer en une tombe flamboyante. Ce jour d'août, qui promettait d'être une autre victoire rapide, se transforma en un cauchemar de feu et de métal pour la Wehrmacht. À l'intérieur du KV-1, l'enfer était un espace confiné de métal, de sueur et de fumée de poudre. Le canon de 76,2 mm tirait avec une régularité brutale, chaque recul secouant la tourelle, chaque projectile, un verdict de mort. L'odeur de métal brûlé se mêlait à l'odeur âcre de l'épuisement. Kolobanov, l'œil collé à la mire, était l'incarnation du calme glacial. Ses ordres étaient courts, précis, presque chuchotés mais chargés d'une autorité incontestable. Plus à droite, feu, recharge. Les tireurs travaillaient dans une synchronicité macabre, chaque mouvement répété à l'épuisement, chaque projectile un cadeau à la mort. Appel à l'action, CTA. Minute 8. Suivre l'histoire est un acte de résistance. Si tu apprécies des récits détaillés comme celui-ci, mets rapidement en pause et clique sur « S'abonner » pour ne pas manquer les prochains chapitres. Dehors, la colonne allemande était un pandémonium. Les chars Panzer III, autrefois symbole d'invincibilité, tournaient maintenant en rond, leurs chenilles patinant dans la terre humide alors qu'ils tentaient d'identifier l'origine des attaques. Le rugissement de leurs moteurs, autrefois un chant de guerre, se transformait en une lamentation de confusion et de peur. Les équipages allemands, entraînés pour l'offensive rapide, étaient mal préparés pour une embuscade aussi dévastatrice. Leurs propres canons de 37 mm et 50 mm tiraient frénétiquement dans la direction générale d'où provenaient les tirs, mais les obus frappaient le blindage épais du KV-1 avec le son de marteau sur une enclume, ricochant inoffensivement. À chaque impact, une pluie d'étincelles, mais aucune pénétration. Le char soviétique était un fantôme invulnérable, un monstre d'acier qui semblait se moquer de leurs efforts. Le cri du commandant allemand « Woher kommt das Feuer ?» D'où vient le feu
résonnait entre les chars, mais la réponse n'était que le son d'une autre explosion. Un Panzer III, touché sur le côté par un obus de 76,2 mm, s'inclina avant d'exploser dans une boule de feu orange et noire. Des fragments de métal volèrent dans l'air, atteignant les chars voisins avec une pluie métallique. L'odeur douceâtre et nauséabonde de chair brûlée et de diesel se mêlait à l'air, suffoquant les soldats qui tentaient d'échapper aux véhicules en flammes. Certains couraient paniqués, leurs silhouettes sombres se détachant sur l'éclat des explosions seulement pour être abattus par des rafales de mitrailleuses du KV-1 qui crachait maintenant aussi du feu de son arme coaxiale. La perspective des Allemands était celle d'un cauchemar qui se déroulait. Ce qui avait commencé comme une marche de routine s'était transformé en un abattoir. De l'intérieur de leur panzer, ils voyaient leurs camarades se transformer en bûchers funéraires, l'acier tordu, les corps carbonisés. La peur était un poison qui se propageait rapidement, gelant les membres, troublant le jugement. Ils tentaient de se cacher derrière de minces arbres, de manœuvrer dans des fossés, mais le KV-1 semblait avoir des yeux partout. Kolobanov ne tirait pas au hasard. Il choisissait ses cibles avec une précision chirurgicale, visant les points les plus vulnérables, s'assurant que chaque tir comptait. Le commandant soviétique savait qu'il avait des munitions limitées et une opportunité unique. Le sol tremblait incessamment sous l'impact des explosions. L'air était dense de fumée noire et de l'odeur d'ozone après l'explosion. Cris de douleur et ordres désespérés se mêlaient au cliquetis métallique des chenilles et au rugissement du canon soviétique. Les Allemands tentèrent une manœuvre désespérée. Certains chars tentèrent d'avancer pour flanquer le KV-1, tandis que d'autres tentèrent de reculer. Mais la route étroite et les bas-côtés marécageux empêchaient tout mouvement rapide et coordonné. Ils étaient piégés, une procession de métal condamné. Le nombre de chars allemands détruits augmentait à chaque minute. 22 panzers, 22 tombes de métal en flammes. La route était bloquée par des carcasses tordues, une barrière infranchissable d'acier et de morts. Les quelques chars allemands qui étaient encore opérationnels étaient désorientés, leurs équipages pris dans un dilemme mortel. Avancer était un suicide, reculer était impossible à cause des débris, et rester immobile signifiait être la prochaine cible. La communication radio était un chaos de cris et de statique, les ordres se perdant dans la cacophonie du combat. La colonne allemande, autrefois un symbole d'ordre et d'avancée, se fragmentait maintenant en un spectacle de désespoir. Ce qui était une route s'était transformé en un cimetière d'acier en flammes. Les Panzer III, conçus pour la vitesse et l'offensive, étaient piégés. Les bas-côtés de la route, auparavant simple terrain, étaient maintenant un piège de boue et de végétation dense qui empêchait les manœuvres. Chaque tentative de faire demi-tour, de reculer ou de flanquer n'entraînait que plus de désordre, exposant des flancs vulnérables aux prédateurs cachés. Le son constant des explosions, le cri métallique des obus qui ricochaient et le claquement aigu de l'acier déchiré étaient la bande sonore d'un massacre. Les soldats allemands, autrefois confiants, étaient maintenant en panique, leurs visages pâles et en sueur reflétant l'éclat des flammes qui consumaient leurs camarades. Certains tentaient d'abandonner leurs véhicules en flammes, courant désespérément vers la sécurité des arbres, seulement pour être abattus impitoyablement par les rafales de la mitrailleuse coaxiale du KV-1. La mort arrivait de toutes les directions, implacable, sans pitié. L'odeur était insupportable, diesel brûlé, chair grillée, fumée âcre et l'odeur métallique du sang frais. L'air était si dense qu'il semblait masticable, une brume suffocante qui aveuglait et asphyxiait. La visibilité était presque nulle, ce qui augmentait encore la terreur des Allemands. Ils ne pouvaient pas voir leur ennemi, seulement sentir ses coups, un fantôme d'acier qui opérait avec une précision mortelle. Le marais et la forêt autour de la route, auparavant juste un paysage, semblaient maintenant conspirer avec le char soviétique, le cachant, le rendant invulnérable. C'était l'encerclement le plus inattendu, un piège forgé par le désespoir et l'ingéniosité. À l'intérieur du KV-1, l'atmosphère était celle d'une tension contrôlée, une fournaise de concentration et de fureur. Kolobanov, le visage couvert de suie et de sueur, semblait avoir fusionné avec la machine. Ses yeux, injectés de sang, ne quittaient jamais la mire. Encore un, celui au centre, feu. Ses ordres étaient le battement d'un tambour de guerre incessant et brutal. À chaque commande, l'équipage répondait avec une synchronisation impeccable. Le chargeur, les muscles en feu, alimentait le canon, et le tireur, avec une précision chirurgicale,
envoyait un autre projectile en enfer. L'espoir allemand, autrefois si robuste, s'évanouissait comme de la fumée. L'avancée sur Leningrad avait été interrompue non par une ligne de défense massive, mais par un seul char, un monstre soviétique qui refusait de mourir. Le mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht était en train d'être brisé, éclat par éclat, sur cette route boueuse. Chaque explosion était un coup au moral, une preuve que même la machine de guerre la plus redoutée du monde n'était pas invulnérable. Ils étaient piégés, encerclés par un ennemi invisible et implacable. La munition du KV-1, bien que vaste, n'était pas infinie. Kolobanov le savait. Chaque tir était calculé, chaque cible choisie avec la froideur d'un chirurgien. Il jouait une partie d'échecs mortels où chaque mouvement de l'ennemi était prévu et exploité. La nuit commençait à tomber, apportant avec elle un manteau d'obscurité qui se mêlait à la fumée des flammes, rendant la scène encore plus infernale. Le temps semblait s'être arrêté, étiré à la limite de la résistance humaine et mécanique. Mais la bataille ne montrait aucun signe de fin. L'encerclement, le piège étaient complets. La nuit engloutissait le paysage, mais pas l'horreur. Les flammes des panzers détruits dansaient, projetant des ombres fantomatiques qui déformaient la réalité, transformant la route en un paysage infernal. L'odeur de métal en fusion, de poudre et de sang coagulé était une torture olfactive, impossible à ignorer. Les cris des blessés étouffés par le rugissement lointain du canon soviétique étaient des lamentations perdues dans l'obscurité croissante. La colonne allemande, autrefois une force imparable, était maintenant une masse de fer tordu et d'hommes en désespoir, pris au piège sans issue. Le commandant allemand, le major Erich Hoecker, observait le chaos se dérouler depuis son panzer de commandement, toujours intact, mais encerclé par la destruction. Ses yeux balayaient la route cherchant une brèche, un point faible, tout signe d'espoir. Il n'y en avait pas. La communication radio était fragmentée, les ordres étaient confus, et la panique se propageait comme une maladie. Il savait que l'avancée avait été interrompue. Ce seul char soviétique, un fantôme d'acier, avait fait ce que des régiments entiers n'avaient pas réussi. L'arrogance du Blitzkrieg s'était heurtée à un mur de fer et de détermination. « Reculez, reculez !» L'ordre résonna finalement, un aveu amer de défaite. Mais reculer était presque impossible. Les débris des 22 panzers bloquèrent la route, une barrière infranchissable d'acier et de mort. Les bas-côtés marécageux avalaient les chenilles de tout char qui tentait une manœuvre de flanc. Ceux qui osaient sortir de la route s'enfonçaient dans la boue, devenant des cibles faciles, immobiles, condamnées. Le KV-1 de Kolobanov, avec sa précision meurtrière, ne donnait pas de répit. Chaque éclair de son canon était un rayon de mort dans l'obscurité. À l'intérieur du KV-5, la tension atteignait son paroxysme. L'air était épais de fumée, de sueur et de l'odeur métallique de la poudre. Les hommes étaient épuisés, mais l'adrénaline les maintenait en mouvement. Kolobanov, sa voix rauque, continuait de donner les ordres, ses yeux fixés sur la mire, son corps une extension de la machine de guerre. « Derniers obus perforants !» cria-t-il, sa voix presque un grognement. La munition s'épuisait. Ils avaient tiré plus de 100 obus, chacun d'eux une sentence de mort. Les Allemands, dans un dernier et désespéré acte d'autopréservation, tentèrent une retraite chaotique. Certains chars, avec leurs équipages paniqués, tentèrent de se frayer un chemin à travers les débris, écrasant les corps des morts et des blessés dans leurs tentatives futiles. D'autres, abandonnés par leurs équipages, furent engloutis par les flammes. Des soldats allemands, terrorisés, sautèrent de leurs véhicules et courèrent vers les arbres, tentant d'échapper à cet enfer. Mais la mitrailleuse coaxiale du KV-1, opérée avec une précision implacable, balayait la forêt, abattant ceux qui tentèrent de fuir. Le sol, autrefois ferme, était maintenant un tapis mou de corps et de boue. Le coût humain était immense, une boucherie sans précédent pour une seule embuscade. Des dizaines de morts, des corps éparpillés sur la route, certains encore en flammes. Les blessés, abandonnés, gémissaient dans l'obscurité, leur voix se perdant dans le vacarme du combat. Pour Kolobanov et son équipage, il n'y avait pas de place pour la pitié. C'était eux ou Leningrad. C'était la survie de la Russie. Chaque projectile, chaque rafale était un acte de résistance, un cri de défi contre la machine de guerre allemande. Finalement, les derniers obus perforants ayant été tirés, le canon du KV-1 se tut. Un silence étrange et lourd tomba sur le champ de bataille, brisé seulement par le crépitement des flammes, les gémissements des blessés et le bourdonnement lointain des moteurs allemands
qui tentaient en vain de se regrouper. 22 panzers détruits. Plus d'une centaine de soldats allemands morts ou blessés. La première division Panzer avait été arrêtée. Non par une forteresse, mais par un seul char, une poignée d'hommes. Le major Heuker, le visage pâle et les yeux écarquillés, observait la scène depuis son char. Il avait perdu presque toute sa colonne d'avant-garde. La défaite était totale, humiliante. L'invincibilité allemande avait été démasquée de manière brutale. Il n'y avait pas de contre-attaque à mener, pas de fuite honorable. Juste la retraite, l'admission que ce tronçon de route, en cette nuit d'août, appartenait au KV-1. L'ordre final de retraite fut donné non plus pour avancer, mais pour sauver ce qui restait. Les chars allemands restants, certains endommagés, d'autres terrifiés, commencèrent à s'éloigner, laissant derrière eux une traînée de destruction et un héritage de peur. À l'intérieur du KV-1, l'équipage, épuisé mais victorieux, respirait profondément. L'odeur de poudre imprégnait toujours l'air, mais maintenant elle se mêlait à l'odeur du triomphe. Ils avaient résisté. Ils avaient gagné. L'obscurité de la nuit couvrait la retraite allemande, et le champ de bataille, illuminé par les flammes, était un monument à leur courage. La bataille avait atteint son climax et sa conclusion la plus sanglante, mais la guerre et le siège de Leningrad étaient loin d'être terminés. Seulement une petite mais épique victoire avait été remportée. Appel à l'action, CTA, minute 16. La détermination de Kolobanov était inébranlable. Pour plus d'histoires de survie et de batailles légendaires, montre ton soutien. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. L'histoire continue. Les premiers rayons du soleil matinal révélèrent l'étendue du massacre. Ce qui était autrefois une route rurale paisible était maintenant un enfer gelé de métal tordu et de corps. 22 chars Panzer III et IV, autrefois symboles de la puissance inébranlable de la Wehrmacht, gisaient fumant, leurs silhouettes sombres se détachant sur le ciel gris, bûchers funéraires d'acier et d'orgueil. L'odeur de diesel brûlé, de poudre et de mort planait lourdement dans l'air, un linceul olfactif sur le champ de bataille. Le silence, brisé seulement par le crépitement des flammes et le gémissement lointain des blessés, était un témoignage effrayant de la boucherie. De l'intérieur du KV-1, l'équipage de Kolobanov émergea épuisé, les visages couverts de suie et de sueur, les yeux rouges et fixes. Ils avaient passé des heures à l'intérieur de cette fournaise d'acier, luttant contre la machine de guerre la plus redoutée du monde. Le lieutenant-senior Zinovy Kolobanov, le visage endurci par la bataille, descendit du char, marchant sur la terre humide et maintenant molle de corps et de débris. Il inspecta le champ, un mélange de triomphe et d'horreur dans son regard. Son char, le KV-1, était criblé de plus de 100 impacts d'obus allemands. Chacun d'eux une cicatrice sur le blindage, une preuve de son invulnérabilité. Mais aucun n'avait pénétré. Le KV-1 immortel était né. Pour les survivants allemands, la nuit avait été un cauchemar qui refusait de se terminer. Ceux qui avaient réussi à s'échapper du piège et à battre en retraite emportaient avec eux non seulement les blessés, mais le poids écrasant de la défaite et de l'humiliation. L'invincibilité du Blitzkrieg, la légende de la Wehrmacht, avait été brisée par un seul char, une poignée d'hommes. Le major Heuker et ses commandants faisaient face à la dure réalité. L'avancée sur Leningrad avait été brutalement interrompue. La confiance, autrefois une flamme ardente, était maintenant une braise mourante étouffée par la fumée de la défaite. L'impact psychologique fut dévastateur. Le moral des troupes allemandes sur le front de Leningrad subit un coup dur, un rappel amer que la guerre à l'Est serait tout sauf une promenade triomphale. La nouvelle de l'exploit de Kolobanov et de son équipage se répandit comme une traînée de poudre sur le front soviétique. Au milieu de la vague de recul et de défaite du début de l'opération Barbarossa, cette victoire, bien que petite à l'échelle tactique, était un phare d'espoir, un cri de défi. C'était la preuve que la machine allemande pouvait être arrêtée, que la résilience humaine, même contre les plus grandes adversités, était une arme inestimable. Kolobanov et ses hommes, les sergents Andrei Oussov, tireur, Nikolai Rogatchov, chargeur, Nikolai Kiselkov, conducteur mécanicien, et le caporal Pavel Nikanorov, opérateur radiomitrailleur, furent immédiatement décorés, leurs noms gravés dans l'histoire, comme des héros de l'Union soviétique. Ils devinrent des symboles de la résistance, des légendes vivantes en un temps de désespoir. La leçon historique résonnait clairement et brutalement. L'arrogance militaire, la sous-estimation de l'ennemi, la confiance aveugle dans la supériorité technologique et doctrinale pouvaient mener à des catastrophes.
Le Blitzkrieg, si efficace contre les nations occidentales, trouvait dans l'immensité russe et la ténacité soviétique un adversaire différent, imprévisible, brutal. La bataille de Kolobanov ne changea pas le cours général de la guerre, mais elle acheta un temps précieux pour Leningrad, un temps qui permit le renforcement des défenses de la ville assiégée. Ce fut un moment de basculement dans la mentalité, un catalyseur pour la croyance en la possibilité de résister. L'événement devint un chapitre célèbre de l'histoire militaire. Le KV-1 de Kolobanov, avec ses cicatrices de bataille, était plus qu'un char. C'était un monument mobile au courage, un rappel du coût de la guerre et de la capacité humaine à résister contre toute attente. Les conséquences de ce jour résonnèrent bien au-delà des abords de cette route. La résistance à Krasnogvardeysk, avec le KV-1 de Kolobanov comme point culminant, retarda l'avancée allemande vers Leningrad pendant des jours cruciaux. Des jours qui permirent aux défenseurs soviétiques de creuser plus de tranchées, de positionner plus d'artillerie et de durcir leurs lignes. Chaque heure gagnée était une vie sauvée, une chance de plus pour la ville qui serait bientôt soumise à l'un des sièges les plus brutaux de l'histoire de l'humanité. Le sacrifice de Kolobanov et de son équipage s'entremêla au destin de millions, un petit acte d'héroïsme avec un impact gigantesque. L'histoire du KV-1 de Kolobanov est une épopée d'acier et de sang, un rappel que la guerre est un enfer, mais aussi une scène pour le courage le plus extraordinaire. C'est un récit qui transcende la simple tactique militaire, touchant l'âme de la résilience humaine. Tandis que le champ de bataille de Krasnogvardeysk se refroidissait, les conséquences de cette aube d'août réverbéraient sur des kilomètres. À Leningrad, la ville impériale des tsars, le temps était un luxe qui s'épuisait. Chaque jour, chaque heure que l'avancée allemande était retardée, était un souffle de vie pour des millions d'âmes. La nouvelle de l'embuscade de Kolobanov, bien que n'étant pas encore totalement comprise dans toute son ampleur, commença à circuler, un murmure d'espoir qui se répandait dans les rues et les usines de la ville. Sur les larges avenues et dans les ruelles étroites, la population de Leningrad travaillait sans relâche, une masse humaine unie par la peur et la détermination. Hommes, femmes et même enfants, avec des pelles et des pioches rouillées, transformèrent la terre en tranchées, les pavés en barricades improvisées, le son du métal contre la pierre, le grincement des roues des charrettes chargées de sacs de sable, l'odeur de sueur et de terre mouillée, tout se mêlait dans une symphonie désespérée de défense. Les visages, autrefois marqués par la routine de la vie urbaine, affichaient maintenant un mélange de peur et une détermination de fer, presque brutale. Les yeux des mères, serrant leurs enfants dans leurs bras, reflétaient la terrible vérité qui approchait. L'ennemi était à la porte, et c'était la dernière ligne de défense. Il n'y avait nulle part où reculer, seulement où se battre. Des actions comme celle de Kolobanov, de petites victoires dans une mer de revers, étaient cruciales pour le moral et pour la stratégie. Elles ne faisaient pas seulement reculer l'ennemi physiquement, mais plus important encore, elles alimentaient la flamme de la résistance qui brûlait dans les profondeurs de l'esprit soviétique. Le mythe de l'invincibilité nazie, construit sur des victoires rapides et implacables, commençait à être égratigné, et dans chaque égratignure, une nouvelle fibre d'espoir était tissée dans le tissu de la nation. Ces jours précieux permirent à plus de 300 000 civils d'être évacués, beaucoup d'entre eux des femmes et des enfants, épargnés pour l'instant de la brutalité imminente du siège. Des fournitures vitales, bien que douloureusement insuffisantes pour ce qui allait arriver, purent être transportées dans la ville, un souffle éphémère avant l'asphyxie totale. L'artillerie antiaérienne était positionnée, les défenses côtières renforcées, chaque détail une course frénétique contre l'horloge de la mort. Pour Zinovy Kolobanov et son équipage, la bataille de Krasnogvardeysk ne fut pas la fin de leur guerre, mais seulement un chapitre, bien que glorieux, dans une saga beaucoup plus vaste. Le KV-1 immortel continua de se battre aux alentours de Leningrad, son acier trempé dans le feu incessant du combat. Kolobanov, un héros décoré et une inspiration vivante, persista dans la défense désespérée de la ville. Mais la guerre ne pardonne pas, et la chance est une maîtresse capricieuse. Le 20 septembre 1941, juste un mois après son exploit épique, alors qu'il dirigeait une autre unité de chars au combat, un obus ennemi frappa son véhicule de commandement. Blessé gravement à la tête et à la colonne vertébrale, son parcours en tant que combattant actif fut interrompu de manière abrupte. Il survécut, certes, mais les marques de la guerre seraient permanentes.
un rappel constant du prix de l'héroïsme. Son courage, cependant, était déjà gravé de manière indélébile dans l'âme de la nation, un phare pour ceux qui continuaient de lutter. L'image du KV-1 criblé de plus de 100 impacts d'obus, mais incassable, devint un symbole puissant pour tout le front de l'Est. C'était la personnification de la mère Russie, blessée, saignant, mais refusant obstinément de plier. L'histoire de Kolobanov fut racontée et répétée, chuchotée sur les fronts de bataille, répercutée dans les usines, dans les maisons sombres de Leningrad, un rappel constant que la résistance était possible, que le courage individuel pouvait parfois altérer le cours d'un destin apparemment scellé. La légende du KV-1 immortel n'était pas seulement celle d'un char ou d'un équipage, c'était celle du refus de céder, de l'entêtement à se battre contre les chances les plus écrasantes. C'était l'essence de la résilience humaine, forgée dans la chaleur de la bataille, dans le froid de la peur, dans l'imminence de la destruction qui planait sur tous. Tandis que l'automne peignait les vastes forêts russes de tons dramatiques de rouge et d'or, la menace sur Leningrad devenait de plus en plus réelle et palpable. Le rugissement lointain des canons allemands s'approchait, se transformant en un tonnerre constant, et le siège, évité pendant un temps précieux grâce à des actes d'héroïsme comme celui de Kolobanov, était sur le point de se refermer comme une mâchoire de fer. La ville se préparait à l'enfer, un enfer de faim, de froid, de désespoir et de mort, mais aussi d'une résistance qui défierait la définition même de l'humanité. La petite, mais épique, victoire à Krasnogvardeysk avait acheté un souffle, un aperçu d'espoir au milieu de l'obscurité croissante, mais la véritable et brutale épreuve de Leningrad ne faisait que commencer, un siège qui entrerait dans l'histoire comme l'une des plus grandes horreurs et exemples de résilience. La victoire de Kolobanov, un cri de défi au milieu de l'avancée inexorable, ne put cependant éviter l'inévitable. Le 8 septembre 1941, les dernières lignes de ravitaillement vers Leningrad furent coupées. La ville des Tsars, le joyau de la Baltique, était désormais complètement encerclée. Le piège mortel s'était refermé et avec lui, le destin de millions d'âmes était scellé. Le rugissement des canons allemands, autrefois un tonnerre lointain, devint le son constant de la nouvelle réalité. L'espoir que la bravoure d'un seul char avait allumé luttait maintenant pour ne pas être englouti par l'obscurité qui s'abattait. Leningrad, une métropole vibrante de près de 3 millions d'habitants, fut transformée en une île assiégée, un navire naufragé dans une mer d'ennemis. L'hiver russe, une force aussi implacable que n'importe quelle armée, était en chemin, et avec lui, une nouvelle dimension d'horreur allait se révéler. Le temps gagné par la résistance soviétique, y compris celle de Kolobanov, permit de monter quelques défenses, d'évacuer quelques civils, mais pas assez. La ville était mal préparée pour l'ampleur de la catastrophe qui approchait. Le siège n'était pas seulement militaire, c'était une guerre contre la vie, une tentative d'écraser la ville par la faim et le froid. L'odeur de pain frais, autrefois un arôme courant dans les rues, fut bientôt remplacée par l'odeur âcre de fumée d'explosifs, et progressivement par une odeur plus sinistre, l'odeur de la faim, du désespoir et de la mort qui s'accumulait. Dans les premières semaines du siège, l'illusion de normalité commença à s'effondrer. Les étagères des magasins se vidèrent avec une rapidité terrifiante. Le rationnement alimentaire, initialement une mesure prudente, devint rapidement une sentence de mort pour beaucoup. La ration quotidienne de pain, le pilier du régime soviétique, rétrécissait chaque jour, se transformant en une fine tranche sombre, faite de sueur et d'autres substituts, qui ne maintenaient qu'à peine la vie. Les visages des gens, autrefois pleins de vie et d'optimisme, affichaient maintenant une pâleur cadavérique, les yeux enfoncés et fixes, reflétant l'agonie croissante. Le silence de la faim était plus assourdissant que n'importe quelle bombe. Le froid qui arriverait implacable promettait d'être un allié des assiégeants. Avec l'électricité et le chauffage coupés, les appartements, autrefois des foyers douillets, se transformèrent en tombes glaciales. Le son du vent hurlant à travers les fenêtres brisées était une lamentation constante, tandis que la glace s'incrustait sur les murs intérieurs, transformant la respiration en nuages denses. Des familles entières s'entassaient dans une seule pièce, partageant la chaleur de leur corps et les quelques braises d'un poêle improvisé, alimenté par des meubles et des livres, tout ce qui pouvait brûler pour éloigner l'étreinte glaciale de la mort. Les enfants, autrefois pleins de rires et d'énergie, se déplaçaient maintenant lentement, leurs petits corps consumés par l'inanition, leurs yeux trop grands pour leurs visages émaciés. Les rues de Leningrad, autrefois vibrantes du bourdonnement de la vie, devinrent un paysage de désolation.
Les tramways s'arrêtèrent, leurs rails gelés. Les voitures, sans carburant, gisaient abandonnées, fantômes d'une ère passée. La neige, qui tombait sans trêve, couvrait la ville d'un manteau blanc et impitoyable, cachant les marques de la bataille, mais révélant les empreintes d'une lutte encore plus primaire, la lutte pour la survie. Le son le plus courant n'était plus celui des canons, mais le grincement des luges improvisées, transportant des corps enveloppés dans des draps vers les cimetières gelés, où la terre dure comme la pierre rendait impossible de creuser des fosses profondes. Chaque jour qui passait, la ligne entre la vie et la mort devenait plus mince. Le désespoir conduisait à des actes extrêmes. Les gens commencèrent à manger tout ce qu'ils pouvaient trouver. Rats, chats, chiens, et même la gélatine faite de colle de menuiserie. Le moral, malgré les actes héroïques comme celui de Kolobanov, était constamment mis à l'épreuve. Mais au milieu de cette obscurité, une flamme de résilience têtue et indomptable continuait de brûler. La ville refusait de tomber. L'esprit humain, même sous le poids de la faim et du froid, démontrait une capacité surprenante à persister, à trouver un sens à la lutte, à s'accrocher à chaque fragment d'espoir. Le piège s'était refermé, mais la proie refusait de mourir sans se battre, transformant le siège en un témoignage brutal de la ténacité humaine. Léningrad devenait elle-même un KV-1 immortel, criblé de cicatrices, mais incassable. Au milieu de cet enfer gelé, la vie à Léningrad se transforma en une lutte primitive. La faim n'était plus une menace lointaine, c'était une présence constante, un monstre silencieux qui rongeait la chair et l'âme. Les visages des habitants, autrefois pleins de dignité, étaient maintenant des masques de désespoir, les yeux vides, la peau tendue sur des os saillants. L'apathie, un sous-produit cruel de l'inanition, commença à s'installer, volant la volonté de lutter à beaucoup. L'odeur de mort, autrefois limitée aux champs de bataille, s'infiltrait dans les maisons, dans les rues, un rappel poignant de la fragilité de l'existence. L'hiver 1941-1942 fut le plus brutal depuis des décennies, et la nature, implacable, s'unit aux assiégeants. Les températures chutèrent à 30 degrés C, 40 degrés C. La glace couvrait tout, une couche épaisse et mortelle. Dans les rues, les corps gisaient là où ils tombaient, gelés dans la neige. Beaucoup d'entre eux si légers qu'ils pouvaient être emportés par le vent. Il n'y avait pas d'énergie, pas de chauffage. Les gens brûlaient tout, livres, meubles, tableaux, pour obtenir un minimum de chaleur, un souffle de vie dans leurs poumons gelés. Les bibliothèques, les trésors culturels de la ville, étaient consumés dans des poêles improvisés, leur sagesse et leur beauté transformées en fumée et en cendres. Le son le plus courant, outre le hurlement du vent et le grondement lointain de l'artillerie, était celui de la toux sèche et incessante, un chœur de poumons malades et de corps épuisés. Mais Léningrad refusait de mourir. Au milieu de l'obscurité la plus profonde, une étincelle d'espoir surgit faible, mais persistante. La route de la vie, Doroga-Jizny. À travers le vaste et gelé lac Ladoga, une route de ravitaillement désespérée fut établie. Ce n'était pas une route au sens conventionnel, mais un sentier précaire sur la glace, un cordon ombilical gelé qui reliait la ville assiégée au monde extérieur. Des camions de vieux gaz AA et IS-5 grinçant et gémissant sous le poids de la charge tentaient de traverser le lac, défiant la mort à chaque mètre. La route de la vie était un champ de bataille à part entière. Les pilotes allemands et les artilleurs finlandais connaissèrent son importance vitale et l'attaquaient sans pitié. Le bourdonnement des Stukas, suivi du fracas des bombes, était une menace constante. La glace, traîtresse, craquait et cédait sous le poids des véhicules, engloutissant des camions entiers, avec leurs cargaisons précieuses et leurs équipages. De nombreux chauffeurs, gelés et épuisés, s'endormaient simplement au volant, leur corps devenant une partie du paysage glacé. Les histoires d'héroïsme et de sacrifice sur la route de la vie sont aussi nombreuses que les cris de désespoir. Des femmes et des hommes, souvent adolescents, conduisaient pendant des jours, leurs visages gelés et leurs mains à vif, dans l'espoir d'apporter un peu de pain, un peu de carburant, à la ville affamée. À chaque voyage réussi, un petit miracle se produisait. Chaque camion qui arrivait apportait non seulement des fournitures, mais aussi la promesse que la ville ne serait pas oubliée, que la résistance n'était pas vaine. Sur le chemin du retour, les camions transportaient ce qui restait des civils les plus faibles, les enfants les plus minces, les personnes âgées les plus fragiles,
vers un avenir incertain, loin de l'étreinte mortelle du siège. La route de la vie était un symbole de la résilience humaine, un pont ténu sur l'abîme, construit avec courage et sacrifice. À l'intérieur de Leningrad, la vie s'adaptait à l'horreur. Les musées furent vidés, leurs œuvres d'art les plus précieuses cachées dans des bunkers. Les universités furent transformées en hôpitaux improvisés, où médecins et infirmières, eux-mêmes affamés et épuisés, menaient une bataille désespérée contre la maladie et la mort. Artistes et musiciens, malgré leurs corps affaiblis, continuaient de se produire, maintenant vivante la flamme de la culture, un acte de défi contre la barbarie. Le célèbre compositeur Dmitri Shostakovich, lui-même un survivant du siège, composa sa 7e symphonie, la Symphonie de Leningrad, une ode à la résistance et à la ténacité de l'esprit humain, dont la première, en août 1942, fut diffusée par haut-parleurs à travers la ville, un cri d'espoir qui résonnait dans les rues dévastées. Le siège de Leningrad n'était pas seulement une bataille militaire, c'était un test final de la volonté humaine. Chaque jour qui passait, la ville, criblée de cicatrices comme le KV-1 de Kolobanov, refusait de plier. La faim, le froid, les bombes, rien ne parvenait à briser l'esprit de ses habitants. Le piège mortel s'était refermé, mais la proie, bien que blessée et épuisée, continuait de se battre, transformant le siège en un témoignage brutal, mais inspirant, de la capacité humaine à résister. La ville devint un monument vivant à la résilience. Chaque brique, chaque rue, chaque âme, une preuve de l'entêtement à survivre. Le 27 janvier 1944, après 872 jours d'agonie, le siège de Leningrad fut finalement rompu. La ville des tsars qui avait refusé de tomber était libre, mais la liberté eut un coût inimaginable. Plus d'1 million de civils périrent de la faim, du froid, des maladies et des bombardements. C'est la plus grande perte de vie, dans une ville assiégée de l'histoire moderne, un holocauste silencieux qui résonne encore aujourd'hui. Les survivants, marqués à jamais par l'expérience, portaient le poids de la tragédie et la gloire indomptable de la résistance. Leurs visages, autrefois masques de désespoir, révélaient maintenant un épuisement profond, mais aussi une dignité incassable. L'histoire de Zinovy Kolobanov, l'homme qui défia une colonne panzer entière et survécut pour inspirer une nation, résonna comme un écho de courage sur tout le front de l'Est. Il continua de se battre, d'inspirer, de personnifier l'entêtement soviétique. Bien que les blessures de guerre l'aient accompagné jusqu'à la fin de ses jours, sa bravoure et celle de tant d'autres ne fut pas vaine. Son action à Krasnogvardeysk acheta du temps, donna de l'espoir et démystifia l'invincibilité de la machine de guerre nazie, montrant que même la puissance la plus écrasante pouvait être défiée et blessée. Leningrad, pour sa part, devint la ville héroïque, un titre qu'elle porta avec un mélange de fierté et de douleur, un phare de sacrifice et de persistance pour les générations futures. La leçon de Leningrad est brutale et éternelle. L'arrogance militaire, la croyance en la supériorité et en l'anéantissement total rencontrèrent un mur infranchissable de chair, d'os, d'acier et d'esprit. La résilience humaine, même dans les conditions les plus inhumaines imaginables, peut refuser de se briser. Le siège est un témoignage sombre de la capacité d'un peuple à supporter l'insupportable, à trouver force et but dans le désespoir le plus profond. C'est la preuve que la volonté de vivre et la détermination à défendre son foyer peuvent vaincre même les intentions de destruction les plus cruelles. Aujourd'hui, la ville renommée Saint-Pétersbourg porte toujours les cicatrices de son épreuve, visibles dans ses mémoriaux solennels, dans ses musées qui préservent la mémoire, et dans les histoires racontées de génération en génération. L'imposant monument aux défenseurs héroïques de Leningrad, la poignante fleur de la vie, Tsvetok Jizny, sur la rive du lac Ladoga, et le lac lui-même, avec ses profondeurs glacées, gardent les souvenirs de ceux qui sont tombés et de ceux qui ont lutté. Livres, documentaires et films perpétuent cette épopée, garantissant que le monde n'oublie jamais le prix hideux de la guerre et la valeur inestimable de la liberté. La symphonie de Leningrad de Dmitri Shostakovich a transcendé la douleur et l'espoir en une mélodie éternelle, un hymne poignant à la ténacité de l'esprit humain. L'épisode du KV-1 de Kolobanov et le siège subséquent de Leningrad est plus qu'une bataille, plus qu'une crise militaire. C'est une méditation poétique sur le courage qui défie la logique, la résilience qui frôle le miracle et la brutalité inhérente à la guerre. Chaque ruine de char allemand,
Chaque brique de la ville qui a résisté est un cri silencieux contre l'arrogance et la déshumanisation. Et l'acier glacé du KV-1 de Kolobanov, un symbole solitaire mais puissant, de défi, est un rappel éternel que même contre les plus grandes adversités, l'esprit humain peut refuser de plier. C'est une légende de défi, un phare d'espoir qui a brillé dans l'obscurité la plus dense. Un rappel que l'humanité, dans son essence la plus profonde, est capable à la fois de la plus grande cruauté et de la résistance la plus sublime et inspirante. Que l'histoire de Leningrad et de ses héros nous inspire à rechercher inlassablement la paix et à valoriser chaque souffle de vie. L'histoire de Kolobanov et Leningrad est un rappel éternel de la résilience humaine. Si tu es arrivé jusqu'ici, montre ton soutien à ce projet d'histoire et abonne-toi à la chaîne. Quelle autre bataille épique ou histoire d'héroïsme veux-tu voir ensuite? Laisse ton commentaire.